3 garçons de 5 ans étaient assis dans une banquette à Léonde, fixant leurs pattes intouchées. Ils étaient les héritiers de la famille criminelle Moretti, valant des milliards. Pourtant, ils ne possédaient rien de valeur parce qu'ils ne possédaient aucune voix. Pas un seul mot n'avait quitté leurs lèvres depuis la nuit où la voiture a explosé, la nuit où leur mère est morte. Lucien Moretti, l'homme le plus craint de Chicago, échangerait tout son empire pour un seul son d'eux. Il était sur le point d'abandonner, d'accepter le silence comme sa punition éternelle. Il ne savait pas que la cure n'était pas dans un cabinet de médecin ou une clinique de thérapie orthophonique. Elle était juste là, cachée dans la main tremblante d'une serveuse qui a osé briser les règles, et le message secret qu'elle a laissé derrière elle sur une assiette sale. La pluie à Chicago ne lavait pas les choses propres. Elle rendait juste la crasse plus glissante. Lucien Moretti sortit de la Cadillac Escalade blindée, ses mouvements vifs et prédateurs. Il ajusta les revers de son costume brillant sur mesure, ignorant la pluie qui martelait ses épaules. Derrière lui, 3 petites silhouettes sortirent, assistées par Silus, chef de la sécurité de Lucien, et son plus vieil ami. Lao, Matteo et Rocco, les triplés. Ils ressemblaient à des versions miniatures de leur père. Cheveux foncés, peau olive, yeux qui semblaient avoir vu trop pour 5 ans sur cette terre. Mais là où le silence de Lucien était une arme, le leur était une blessure. Table 4 est prête, Monsieur Moretti, le maître d'hôtel balbutia, son visage pâle. Tout le monde dans la ville connaissait Lucien. Il savait que le syndicat Moretti dirigeait les docks, les syndicats, et la moitié de l'immobilier du Loop à la Gold Coast. Mais il connaissait aussi la tragédie. Lucien ne hocha pas la tête. Il a juste marché. Le restaurant, la Fourchette Dorée, était un établissement haut de gamme sur Rush Street, habituellement animé de bruit, mais un silence tomba sur la pièce alors que la famille Moretti entrait. L'air devint lourd. Ils s'assirent dans une banquette privée à l'arrière. Les garçons montèrent sur le banc en cuir, s'asseyant en rang. Ils ne s'agitaient pas. Ils ne se disputaient pas pour des crayons. Ils s'assirent simplement, leurs mains pliées sur leurs genoux, fixant fixement la nappe blanche. « L'habituel pour les garçons ?» demanda Silas doucement, montant la garde près de la banquette. « Oui, » dit Lucien, sa voix un grondement sourd qui vibrait à travers la table. « Et apportez une bouteille du Baruch Araziuet. Laissez-la ouverte. » Lucien regarda ses fils. Cela faisait 11 mois depuis l'explosion sur l'Icopartis. 11 mois depuis que sa femme Isabella avait été prise. Les garçons avaient été sur la banquette arrière, miraculeusement physiquement indemnes, protégés par le châssis renforcé. Mais les éclats psychologiques étaient allés profonds. Il avait engagé les meilleurs spécialistes de Zurich, orthophonistes de New York, conseillers en traumatologie qui facturaient 5 000 $ l'heure. Rien. Le diagnostic était toujours le même. Mutisme sélectif induit par un traumatisme sévère. Ils avaient enfermé leur voix dans un coffre-fort, et Lucien, l'homme qui pouvait pénétrer n'importe quelle banque et décrypter n'importe quel code, ne pouvait pas trouver la clé. Il sentit une vague de rage familière. Pas contre eux, mais contre lui-même. Il était un roi sans héritier, un père avec des fantômes pour enfants. Je suis désolé d'interrompre. Une voix douce brisa sa concentration. Lucien leva les yeux. Une serveuse se tenait là. Elle n'était pas leur serveuse habituelle. Elle avait l'air fatiguée, son uniforme légèrement trop grand, son badge légèrement de travers, lisant Sophie. Ses cheveux étaient tirés en un chignon désordonné, des mèches châtaines tombant sur des yeux qui contenaient un étrange mélange de peur et de défi. « Où est Marco ?» Lucien demanda, ses yeux se rétrécissant. Marco a appelé malade. « Je prends la section, » dit Sophie. Elle ne broncha pas sous son regard, bien que ses doigts serraient son bloc de commande jusqu'à en blanchir. « J'ai des spaghettis aglio pour les garçons coupés en petits morceaux. Pas de persil, juste comme la note l'avait dit. » Elle posa 3 bols. Les triplés ne levèrent pas les yeux. Ils ne réagirent pas à l'odeur de l'ail et de l'huile rôtie. Ils fixèrent juste le centre de la table. Lucien soupira, frottant ses tempes. Ils ne le mangeront pas.
Emportez-le. Ils ne l'ont même pas encore regardé, dit Sophie. La tête de Lucienne se releva brusquement. Excusez-moi. Silas fit un pas en avant, sa main planant près de sa poche de veste. Sophie déglutit difficilement, réalisant qu'elle venait de répondre au diable de Chicago. Je veux juste dire qu'ils ont l'air ennuyés, monsieur. Pas fins. Ennuyés et tristes. Ils sont traumatisés, Lucien dit froidement. Laissez-nous. Sophie hésita. Elle regarda les trois garçons. Elle vit quelque chose dans les yeux de Rocco, celui à l'extrême gauche. Il traçait le motif du grain du bois sur la table avec son doigt. Ce n'était pas un regard vide. C'était de la concentration. « Je reviendrai vous voir », murmura-t-elle, et se retira vers la cuisine. Lucien la regarda partir. Elle était insignifiante, un grain de poussière dans son monde. Il se tourna vers ses fils. « Léo, mange s'il te plaît. » Silence. Le dîner se déroula comme toujours. Lucien buvait son vin. Les garçons poussaient la nourriture sur leurs assiettes avec des mouvements robotiques, mangeant juste assez pour survivre. La lourdeur à table était suffocante. C'était une tombe, pas un dîner. 40 minutes plus tard, Lucien fit des signes pour l'addition. Il en avait fini. Une autre nuit d'échecs. « Débarrassez la table », commanda-t-il. Alors que Sophie revenait, elle commença à empiler les assiettes. Alors qu'elle atteignait l'assiette de Rocco, sa main effleura les garçons. Il ne se retira pas. Elle marqua une pause. Sophie était artiste de métier, faisant la plonge pour payer les dettes de jeu de son père. Elle voyait le monde en ligne et forme, et elle vit la façon dont Rocker regardait la source maculée sur le bord de son assiette. Une idée imprudente et stupide s'alluma dans son esprit. Elle prit le bloc de notes de son tablier. Au lieu de le tendre à Lucien, elle le retourna vers le dos en carton vierge. Elle prit un crayon du gobelet pour enfants intouché sur la table. « Ou que faites-vous » Lucien demanda, sa voix dangereuse. « Attendez, dit-elle. » Elle esquissa rapidement un dessin grossier mais expressif d'un lion. Mais le lion n'avait pas de bouche. Elle plaça le carton devant Rocco. Puis elle trempa son doigt dans la sauce marinara restante sur le côté de son assiette et dessina une bouche souriante sur le lion. Elle regarda Rocco dans les yeux. « Il ne peut pas rugir à moins que vous ne lui donniez une voix. » Lucien était sur le point d'ordonner à Silas de la jeter dehors. C'était de la moquerie. C'était une serveuse jouant au docteur avec ses enfants blessés. Mais alors Rocco bougea. Le garçon, qui n'avait pas volontairement bougé ses mains pour autre chose que la survie de Baison près d'1 an, tendit la main. Il trempa son petit doigt dans la sauce rouge. Lucien retint son souffle. Les sons du restaurant, le tintement des couverts, la musique jazz s'estompaient en un sourd bourdonnement. Rocco ne dessina pas sur le papier. Il regarda Sophie. Puis, d'une main tremblante, il dessina une petite ligne dentelée sur le bord de l'assiette blanche. Une ligne qui montait et descendait. Une montagne? Un battement de cœur? Sophie se pencha. Elle murmura si bas que seuls les garçons et Lucien purent entendre. « Est-ce là où vous êtes? Dans le noir? » Rocco hocha la tête. Il hocha la tête. Le cœur de Lucien martelait contre ses côtes comme un oiseau piégé. C'était la première communication, la première reconnaissance du monde extérieur. Sophie ne s'arrêta pas. Elle regarda les deux autres, Léo et Matteo. « Êtes-vous là aussi? » Léo trempa son doigt dans la source. Il dessina un cercle autour de la ligne dentelée de Rocco, un bouclier le protégeant. Sophie murmura. Elle leva les yeux vers Lucien. Ses yeux étaient larmoyants. « Ils ne sont pas muets parce qu'ils ne peuvent pas parler, Monsieur Moretti. Ils sont muets parce qu'ils sont en mission. Ils gardent quelque chose. » « Quoi? » Lucien râla. « Garder quoi? » Sophie regarda de nouveau l'assiette. Le secret. Et puis, pour la première fois en 11 mois, un son vint de la banquette. Ce n'était pas un mot. C'était un fredonnement, un bas bourdonnement vibrant de la gorge de Matteo. Lucien fixa l'assiette tachée et douloureuse. Cela ressemblait à un désordre pour n'importe qui d'autre. Pour lui, c'était une carte.
Qui êtes-vous? Lucienne demanda, fixant la serveuse comme s'il la voyait pour la première fois. Je suis juste Sophie, dit-elle, essuyant la source de sa main sur son tablier. Et vos fils sont terrifiés par quelque chose qui n'est pas dans cette pièce. Le trajet de retour au domaine Moretti à Lake Forest fut différent cette nuit-là. Le silence dans la voiture n'était pas vide. Il était chargé. Lucien regarda ses fils dans le rétroviseur. Rocco regardait son doigt, celui légèrement teinté de rouge par la source. Lucien sortit son téléphone. Silas, patron, la serveuse, Sophie Clark, je veux un dossier sur elle. Tout au moment où je franchis la porte d'entrée. Fait. Le domaine Moretti était une forteresse déguisée en manoir. Homer, caméras, gardes armés, patrouillant le périmètre avec des Doberman. C'était censé être sûr, mais les mots de Sophie le hantaient. Ils sont terrifiés par quelque chose qui n'est pas dans cette pièce. Lucien se versa un whisky dans son bureau. La pièce sentait le vieux cuir et le tabac. Silas entra 10 minutes plus tard, une tablette à la main. Sophie Clark, âgée de 24 ans, a abandonné l'Institut d'art de Chicago il y a 2 ans. Le père est Harold Clark, un joueur connu avec des dettes envers la famille Rishi du côté sud. Mère est décédée quand elle avait 10 ans. Pas de casier judiciaire. Elle vit dans un appartement studio à Logan Square. Elle est en retard sur le loyer. Elle a des dettes. Lucien nota. Levier. Elle est désespérée. Silus corrigea. Les gens désespérés sont dangereux, Lucien. Ils peuvent être achetés ou ils peuvent être utiles. Lucien regarda par la fenêtre, fixant le reflet de la pièce. Les spécialistes ont échoué. Silas, les médecins ont échoué. Ce soir, une serveuse avec un crayon et de la sauce pour pâtes a fait hocher la tête à Rocco et fredonner à Matteo. Elle a vu quelque chose que les doctorants ont manqué. Que voulez-vous faire? Amenez-la ici demain matin, 9 heures. Patron, amenez une civile, surtout une femme avec des dettes envers une famille rivale, dans le cercle intérieur. C'est un risque. Mes fils sont déjà partis, Silas. Il ne me reste rien à risquer. Le lendemain matin, Sophie Clark se réveilla au son de coupes frappées à sa porte. Elle n'était pas surprise. C'était le 1er du mois. Le propriétaire voulait son argent. Ou peut-être c'étaient les Rishi et les enforceurs cherchant son père. Elle ouvrit la porte, prête à supplier pour plus de temps. Au lieu de cela, elle trouva 2 hommes en costume qui coûtaient plus que son immeuble entier. « Mademoiselle Clark, » dit l'un d'eux. Il était énorme, avec une cicatrice courant le long de sa joue. « Oui, Monsieur Moretti demande votre présence. » Ce n'était pas une question. Sophie sentit son estomac tomber. L'homme du restaurant, le menaçant, l'avait-elle offensé? S'agissait-il de la source sur la nappe? « J'ai un service à 11 heures, balbutia-t-elle. « Votre service est annulé. Votre dette envers le propriétaire est payée pour les 6 prochains mois. S'il vous plaît, venez avec nous. » Le cœur de Sophie s'emballa. « Payé? 6 mois? » Elle attrapa son manteau, ses mains tremblantes. Elle n'avait pas le choix. On ne disait pas non aux Moretz. Le trajet jusqu'à Lake Forest prit 40 minutes. Lorsque les portes en fer du domaine s'ouvrirent, Sophie allaita. Ce n'était pas une maison. C'était un château, mais il semblait froid. Pierre grise, fenêtres sombres, une prison faite de diamants. Elle fut menée dans une bibliothèque de 2 étages de haut. Lucien Moretti se tenait près de la cheminée. À la lumière du jour, il était encore plus intimidant. Il était grand, plus de 1,90 m, avec de larges épaules et une mâchoire qui semblait sculptée dans le granit. Ses yeux étaient sombres, intelligents et complètement dépourvus de chaleur. « Monsieur Moretti, dit-elle, une voix petite dans la pièce caverneuse. « Mademoiselle Clark », il se tourna. Il n'offrit pas la main. « Asseyez-vous. » Elle s'assit sur le bord d'un fauteuil en velours. « Vous avez un talent, dit-il sèchement. Avec les enfants, ou peut-être juste avec les miens. Je remarque des choses, dit-elle. Ma maman était malade pendant longtemps avant qu'elle ne meure. J'ai appris à lire les gens qui ne pouvaient pas beaucoup parler. » Lucien la regarda. Elle était nerveuse, terrifiée même, mais elle maintint son regard. « Mes fils ont un mutisme sélectif depuis que leur mère est morte. » Lucien prit une gorgée d'espresso.
Je veux que vous les répariez. Sophie cligna des yeux. Je ne suis pas un docteur. Je suis une serveuse. Je dessine des images. Les docteurs sont inutiles. Vous avez eu une réaction. Je veux plus de réactions. Je veux leur voix de retour. Monsieur Moretti, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas juste je rembourserai la dette de votre père à la famille Ricci. Lucien interrompit. L'air quitta les poumons de Sophie. Quoi? 50 000 $? Je le règle aujourd'hui. Les exécuteurs arrêtent de le chasser. Il vit et je vous paierai 10 000 $ par mois en plus de cela. Vous emménagez ici. Vous devenez leur nounou, leur tuteur, leur tout ce que vous devez être. C'était un pacte avec le diable. Elle le savait. La famille Ricci était des animaux. Ils avaient noirci les doigts de son père la semaine dernière. C'était une issue. Mais Lucien ajouta, sa voix baissant d'une octave. Il y a des règles. Vous ne voyez rien. Vous n'entendez rien. Vous ne parlez à personne en dehors de ces murs de ce qui se passe dans cette maison. Si vous me trahissez, Sophie, la dette à porter sera le moindre de vos soucis. Sophie regarda l'homme. Il était terrifiant. Mais alors elle y pensa aux 3 petits garçons dans la banquette, le bouclier dessiné en source. Ils avaient peur. Ils protégeaient un secret. Et elle sentit une attirance, pas juste l'argent. Elle voulait savoir quel était le secret. « J'accepte », murmura-t-elle. Lucien hocha la tête une fois. « Bien, vous commencez maintenant. Ils sont dans la salle de jeu. Ne me décevez pas. » Sophie sortit de la bibliothèque et descendit le long couloir de marbre. Elle sentait comme si elle marchait dans la gueule d'une bête. Elle trouva la salle de jeu au bout du couloir. Elle était remplie des jouets les plus chers que l'argent pouvait acheter. Voitures électriques, énormes ensembles Lego, jeux vidéo. Léo, Matteo et Rocco étaient assis au milieu de la pièce. Ils ne jouaient pas avec les jouets. Ils étaient assis en cercle se faisant face. Quand Sophie entra, ils se tournèrent tous à la fois. Leurs yeux n'étaient pas vides cette fois, ils étaient alertes. Rocco se leva. Il marcha vers un tableau blanc dans le coin de la pièce. Il ramassa un marqueur noir. Il dessina une image d'une femme aux longs cheveux. Sophie. Puis il dessina un grand X sur sa bouche. Il se tourna vers elle, son visage grave. Il porta un doigt à ses lèvres. Chut. Sophie sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Ce n'était pas juste un traumatisme. Lucien avait raison. Elle gardait quelque chose. « D'accord, » murmura Sophie, fermant la porte derrière elle. « Je ne dirai rien, mais vous devez me montrer. » La première semaine au domaine Moretti fut une étude en isolement. Sophie se sentait moins comme une nounou et plus comme une prisonnière dans un hôtel 5 étoiles. La maison était vate, silencieuse et patrouillée par des hommes qui la regardaient avec suspicion. Silas, le chef de la sécurité, observait chacun de ses mouvements, ses yeux la suivant comme un faucon chaque fois qu'elle entrait ou sortait d'une pièce. Mais la nurserie était son domaine. C'était le seul endroit où la tension suffocante de la maison semblait s'amincir, ne serait-ce que légèrement. Sophie n'essaya pas de forcer les triplés à parler. Elle savait mieux. Au lieu de cela, elle apporta des fournitures. Pas les fournitures d'art stériles et coûteuses que Lucien avait achetées, mais des choses salissantes. Peintures à doigts, fusains, argile, rouleaux surdimensionnés de papier bouché qu'elle scotcha au mur. « Nous allons faire un désordre, leur dit-elle mardi, et nous n'allons pas le nettoyer tant que nous n'en aurons pas envie. » Léo, le protecteur, avait l'air sceptique. Matteo, le sensible, avait l'air intéressé. Rocco, l'observateur intense, attrapa juste une poignée de fusains noirs. Pendant 3 jours, ils ont juste dessiné. Sophie dessina avec eux. Elle dessina la ligne d'horizon de Chicago. Elle dessina le visage en colère de la matraque et au restaurant. Elle dessina une image d'elle-même trébuchant sur un chat. Matteo rit. C'était un son silencieux, essoufflé, mais c'était un rire. Le jeudi, l'atmosphère changea. Lucien était parti pendant 2 jours pour affaires.
un euphémisme que Sophie savait impliquer violence et argent. Quand il revint, la maison sembla se resserrer. Les gardes étaient plus alertes, l'air était plus vif. Sophie était dans la nurserie agenouillée sur le sol avec Rocco. Il dessinait quelque chose de répétitif encore et encore. Un oiseau rouge, ce n'était pas un oiseau biologique. C'était anguleux, net, cela ressemblait à un logo. « Qu'est-ce que c'est ?» Rocco Sophie demanda doucement. Rocco se figea. Il regarda la porte. La poignée de porte tourna. Les garçons s'éloignèrent immédiatement du papier, se précipitant vers le coin de la pièce où ils se blottirent. Sophie se leva, essuyant le fusain de ses mains. Ce n'était pas Lucien, un homme qu'elle n'avait pas rencontré avant entra. Il était plus jeune que Lucien, peut-être fin vingtaine, avec un sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Il portait un costume un peu trop bruyant, une montre en or un peu trop grande. « Alors c'est la faiseuse de miracles, » dit l'homme, sa voix onctueuse. « Je suis Sophie Dante Moretti, le cousin de Lucienne. J'aide à gérer la logistique. » Il entra dans la pièce, ses yeux balayant les dessins sur le mur. Il s'arrêta au croquis au fusain sur lequel Rocco avait travaillé ERD. Sophie remarqua Rocco trembler. Lao s'avança devant son frère, ses petits poings serrés. « Ont-ils dessiné ceci ?» demanda Dante, pointant la forme rouge. Son ton était désinvolte, mais sa posture s'était raidie. « Ils dessinent beaucoup de choses, » dit Sophie, s'interposant entre Dante et le mur. « Ce sont juste des formes abstraites. Ce sont des enfants. » Dante tourna son regard vers elle. Il était froid, prédateur. « Lucien pense que vous pouvez les réparer. Je pense que c'est un gaspillage d'argent. Les choses cassées devraient être jetées, ne pensez-vous pas? » « Ce ne sont pas des choses, » dit Sophie, sa voix tremblante mais ferme. « Ce sont des garçons, et ils ne sont pas cassés. Ils guérissent. » Dante s'approcha, envahissant son espace personnel. Elle pouvait sentir un parfum coûteux et une odeur de cigarette éventée. « Soyez prudente, Sophie. Cette maison mange les gens, surtout les jolies petites choses qui posent trop de questions. » Dante. La voix vint de l'embrasure de la porte. Elle était basse, tonitruante. Lucien se tenait là. Il était toujours dans son manteau, la pluie dégoûtant de l'ourlet. Il avait l'air épuisé, mais le regard qu'il donna à son cousin était du pur meurtre. « Sortez de la nurserie, » commanda Lucien. Le sourire de Dante revint, faux et brillant. « Juste pour vérifier le patron des neveux et la nouvelle aide. Elle est fougueuse. Dehors. » Dante lança un clin d'œil au garçon terrifié et sortit d'un pas nonchalant. Lucien le regarda partir, puis se tourna vers Sophie. Il ne demanda pas si elle allait bien. Il regarda les garçons, puis le dessin sur le mur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Lucien, pointant l'oiseau rouge. « Rocco le dessinait, » dit Sophie. « Le reconnaissez-vous » Lucien plissa les yeux. « Non, cela ressemble à un faucon ou un phénix. » Il marcha vers les garçons. Il s'agenouilla, ignorant le tissu coûteux de son pantalon de costume sur le sol salissant. Léo, Matteo, Rocco. La voix de Lucien était douce, un contraste saisissant avec la façon dont il parlait à Dante. « Est-ce que l'oncle Dante vous a fait peur ?» Les garçons hochèrent la tête. « Il ne vous fera pas de mal, je promets. » Lucien embrassa chacun d'eux sur le front. Ce fut un moment de tendresse choquante de la part d'un homme connu comme le boucher de Chicago. Il se leva et regarda Sophie. « Dîner ce soir 21 heures après qu'ils soient endormis. »« Nous devons parler. Je mange dans la cuisine habituellement, » dit Sophie. « Pas ce soir. » Le dîner fut servi dans la salle à manger principale, un espace assez grand pour accueillir un sommet. Sophie se sentit ridicule dans sa simple robe en tricot, assise en face de Lucienne à la table en acajou de 6 mètres. Ils mangèrent en silence pendant un moment. Sophie picorait son risotto. « Vous ne l'aimez pas ?» Lucienne demanda. « C'est si délicieux. Je ne suis juste pas habitué à être servi. » Lucien fit signe au personnel de partir. Les lourdes portes se fermèrent,
les laissant seuls sous le lustre en cristal. Dante est ambitieux, dit Lucien allant droit au but. Il pense que je suis faible parce que je suis en deuil. Il pense que mes fils sont faibles parce qu'ils sont silencieux. Il les a effrayés, Lucien. Ce n'était pas juste l'oncle qui les effrayait, c'était spécifique. Quand il regarda ce dessin, l'oiseau rouge, Lucien fit tourner son vin. J'ai fait faire à Silas une vérification sur chaque faction rivale, chaque tag de gang, chaque logo d'entreprise dans la région des 3 États. Rien ne correspond à cette forme. Peut-être que ce n'est pas un logo, dit Sophie. Peut-être que c'est un ornement de capot, un tatouage. Lucien marqua une pause. Il la regarda avec un respect nouveau. « Vous pensez qu'ils ont vu quelque chose la nuit de l'accident? »« Je pense qu'ils ont tout vu, » murmura Sophie. « Les médecins disent qu'ils l'ont bloqué. Je ne pense pas qu'ils l'aient bloqué. Je pense qu'ils le retiennent. Ils ont peur que s'ils parlent, la mauvaise chose se reproduise. » Lucien posa sa fourchette. Le métal cliqueta bruyamment contre la porcelaine. Le rapport de police disait que c'était une défaillance mécanique. La ligne de frein a cassé. La voiture a dérapé du pont. Croyez-vous cela? Je suis un chef de la mafia, Sophie. Je ne crois pas aux accidents. Les yeux de Luciane étaient des tunnels sombres. Mais ma voiture fut vérifiée ce matin-là. Silas la vérifia lui-même. Si quelqu'un l'a sabotée, c'était quelqu'un qui avait accès à l'intérieur du garage. Quelqu'un comme Dante? Sophie risqua de demander. La mâchoire de Lucien se serra. Dante est la famille. Dans notre monde, la famille est la seule chose qui vous maintient en vie. Si je ne peux pas faire confiance à la famille. Cain et Abel étaient de la famille, répliqua Sophie. Lucien la fixa pendant une seconde. La tension était électrique. Il ne la regardait plus comme une employée. Il la regardait comme une femme qui le défiait. « Vous avez de la source sur votre lèvre, dit-il doucement. Sophie rougit et alla l'essuyer, mais Lucien tendit la main à travers la table. Son pouce effleura le coin de sa bouche. Sa peau était rugueuse, cailleuse, mais son toucher était incroyablement léger. Sophie cessa de respirer. « Sophie, » il râla, « vous êtes dangereuse pour moi. »« Pourquoi? Parce que vous me faites espérer. » Le moment fut brisé par un fort fracas de l'étage. Lucien bougeait avant même que Sophie ne traite le son. Il sortit une arme d'un étui sous la table. Sophie n'avait même pas su qu'il était là et sprinta vers les escaliers. Ils firent irruption dans la nurserie. La pièce était sombre. Les triplés étaient éveillés, debout au milieu de la pièce, pointant le mur. Une lampe avait été jetée contre le mur, se brisant. Mais ce n'était pas une crise de colère. Ils essayaient de frapper quelque chose. Léo pointait frénétiquement la grille de ventilation en hauteur sur le mur près du plafond. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Lucien, balayant la pièce à la recherche d'intrus. Silas et 2 autres gardes firent éruption derrière eux. Arme sortie. Rocco courut vers Sophie. Il lui tira la main, la tirant vers le mur. Il mima, enlevant quelque chose et l'écoutant. « Le conduit, » dit Sophie. « Vérifiez le conduit. » Silas attrapa une chaise et grimpa. Il utilisa un couteau pour dévisser la grille. Il tendit la main à l'intérieur, tâtant les conduits poussiéreux. Il retira sa main. Dans sa paume se trouvait un petit appareil noir, un émetteur, un micro. La pièce devint d'un silence de mort. Lucien prit l'appareil, il l'examina. Son visage ne montrait pas de colère. Il montrait un calme glacé terrifiant. « C'est actif », Lucien dit doucement. « Quelqu'un a écouté tout. Les séances de thérapie, les garçons jouant, à nous parlant, » réalisa Sophie, son sang se glaçant. Ce soir au dîner. Lucien écrasa l'appareil dans sa main. Silas balayait toute la maison, chaque pièce, chaque luminaire. Maintenant, Silas hocha la tête, son visage pâle. « Patron, cet appareil, il est de grade militaire. Ce n'est pas de la technologie de la famille Ritchie. C'est haut de gamme. Je me fiche de qui l'a fait. Je veux savoir qui l'a planté. » Lucien se tourna vers les garçons. Ils étaient de nouveau blottis ensemble. Mais cette fois, ils n'étaient pas juste effrayés. Ils avaient l'air expectants. Matteo s'avança. Il marcha vers le tas de Legos sur le sol.
Il commença à construire. Sophie et Lucien regardèrent. Matteo construisit une voiture noire. Puis il construisit une forme rouge plus petite. Il mit la forme rouge sous la voiture noire. Puis il prit une figurine Lego. Il coloria le visage avec un marqueur rouge. Il mit la figurine à côté de la voiture. « Visage rouge ?» Sophie demanda. Matteo secoua la tête. Il pointa le dessin au fusain sur le mur. « L'oiseau rouge. » Puis il pointa l'homme Lego au visage rouge. « L'homme avec l'oiseau rouge ?» Sophie demanda. Matteo hocha la tête vigoureusement. L'homme avec l'oiseau rouge a mis quelque chose sous la voiture. Lucien traduisit sa voix creuse. « La bombe. »« Qui est l'homme avec l'oiseau rouge ?» Sophie demanda. Lucien regarda Silas. « Est-ce que quelqu'un dans l'organisation a un tatouage d'oiseau rouge ou une bague? »« Personne, » dit Silas. « Je connais chaque marque sur chaque homme que nous employons. »« Non. » Sophie regarda de nouveau l'homme Lego. Matteo avait dessiné le rouge non seulement sur le visage, mais spécifiquement sur le cou. « C'est un tatouage de cou, » dit Sophie, « ou peut-être une écharpe. » Soudain, un souvenir jaillit dans l'esprit de Sophie. « Lucien, » dit-elle, sa voix tremblante. « Quand Dante était ici, il portait un costume, une chemise à col montant. Mais quand il se pencha pour me menacer, son col se déplaça. » Lucien se tourna vers elle lentement. « J'ai vu quelque chose de rouge, » Sophie dit, « sur son cou, juste sous l'oreille. J'ai pensé que c'était une éruption cutanée ou une tache de naissance. » Lucien regarda Silas. « Amenez Dante à l'entrepôt maintenant. Il est à la partie de poker dans le West Loop ce soir, Silas dit. Prenez l'équipe, levez-le. Attendez. » Le cri ne vint pas de Lucien ou de Sophie. Il vint du coin de la pièce. Tout le monde se figea. Léa se tenait là. Sa bouche était ouverte. Son visage était contorsionné par l'effort. Les cordes dans son cou se tendaient. N, le garçon qui n'avait pas parlé depuis 1 an, forçait l'air à travers une gorge contractée par le traumatisme. Non. Léo cria, le mot s'arrachant de lui comme une chose physique. Il courut vers Lucien et attrapa sa jambe. Il secoua la tête violemment. Non. Lucien tomba à genoux. « Léo, tu as parlé. Tu as parlé, mon fils. Pourquoi non? Pourquoi ne devrais-je pas aller chercher Dante? » Léo attrapa un crayon. Il se précipita vers le papier. Il dessina la maison. Il dessina du feu autour d'elle. Il dessina des bons chums, allumettes de Lucien, Silas et les gardes partants. Puis il dessina l'homme oiseau rouge entrant dans la maison. « C'est un piège », réalisa Sophie, interprétant les gribouillis frénétiques. « Si vous quittez la maison, si vous emmenez vos hommes pour chercher Dante, la maison est laissée vulnérable. »« Ils veulent que vous partiez, » dit Sophie, regardant Lucien. « Le micro. Ils nous ont entendus le trouver. Ils savent que la combine est finie. Ils veulent vous attirer dehors pour qu'ils puissent entrer. »« Entrer, pourquoi ?» Silus demanda. Léo se pointa du doigt, puis ses frères. Pour finir le travail, Lucien murmura. Il ne voulait pas juste tuer Isabella. Il voulait tuer les héritiers. Il voulait effacer la lignée. Lucien se leva. La glace dans ses yeux avait disparu, remplacée par un enfer. Silus annulait l'ordre, verrouillait le domaine, code noir. Personne n'entre, personne ne sort. Activez les défenses du périmètre. Oui, patron. Lucien se tourna vers Sophie. Prenez les garçons. Allez à la chambre forte au sous-sol. N'ouvrez la porte à personne d'autre que moi. Pas même Silus, seulement moi. Que vas-tu faire? Sophie demanda, attrapant les mains du garçon. Je vais accueillir mon cousin, Lucien dit, armant la culasse de son pistolet. Il veut entrer, je laisserai la porte d'entrée ouverte. La chambre forte était derrière un faux mur dans la cave à vin. Elle était remplie de nourriture, d'eau et de moniteurs montrant chaque angle de caméra du domaine. Sophie s'assit par terre avec les triplés. Ils étaient calmes maintenant, étrangement. Ils avaient livré leur message. Ils avaient brisé leur silence pour sauver leur père. « Vous êtes si brave » murmura Sophie, les serrant dans ses bras. « Léo, je t'ai entendu.
Tu nous as sauvés. Léo avait l'air fatigué, mais il réussit un petit sourire fier. Sur les moniteurs, Sophie regarda le cauchemar se dérouler en noir et blanc haute définition. Elle vit les lumières du périmètre s'éteindre. Le domaine plongea dans l'obscurité, puis les flashs des museaux. Des hommes grouillaient sur le mur. Pas juste des voyous de rue, des professionnels. Ils bougeaient avec une précision tactique. Mais Lucien était prêt. Sophie regarda Lucien se déplacer dans les couloirs de sa propre maison comme un fantôme. Il n'était pas juste un riche criminel. C'était un soldat. Il utilisait les ombres. Sur la caméra de l'aile haie, elle vit Dante. Il menait une équipe de 6 hommes. Il ne souriait pas maintenant. Il tenait un fusil d'assaut se déplaçant vers les escaliers. « Il vient pour la nurserie », murmura Sophie. « Il pense que nous sommes à l'étage. » Elle regarda Dante ouvrir la porte de la nurserie d'un coup de pied, pulvérisant des balles dans les lits vides. La vue fit monter le vomi dans sa gorge. S'il n'avait pas bougé, Dante cria de frustration, sa voix atténuée par le manque d'audio sur le flux. Il se tourna vers ses hommes et pointa vers le bas. Sous-sol. Ils savent, Sophie Alta. Ils connaissent la chambre forte. Elle regarda la lourde porte en acier. Elle était censée être impénétrable, mais Dante était de la famille. Il connaissait probablement les codes. Il connaissait probablement le contournement. Sophie regarda autour de la pièce. Il n'y avait pas d'armes, juste des caisses d'eau et des couvertures. « D'accord, » dit Sophie, sa voix tremblante. « Garçon, écoutez-moi, nous allons jouer à un jeu cache-cache, le meilleur jeu de cache-cache jamais. » Elle ouvrit une trappe de ventilation à l'arrière de la chambre forte. Trop petite pour un adulte, mais assez grande pour des enfants de 5 ans. Rampez là-dedans, continuez jusqu'à ce que vous voyiez de la lumière. C'est le conduit du jardin. Courez à la serre, cachez-vous sous les tables de rempotage. Ne faites aucun bruit. Non, Rocco secoua la tête. Il attrapa la main de Sophie. Il ne la quitterait pas. Vous devez, Sophie cria, des larmes débordant. Je suis trop grande, je tiendrai la porte. Vous devez vous sauver les uns les autres. Léo, protège tes frères. Matteo, soyez silencieux comme une souris. Rocco, regarde tout. Ils hésitèrent. Allez. Elle siffla. Les garçons grimpèrent dans le conduit. Sophie remplaça le grand juste au moment où le verrou électronique de la porte de la chambre forte bipait. Bip, bip, bip. Quelqu'un était en train de contourner le code. Sophie attrapa une lourde bouteille de vin du casier à l'extérieur du conduit. Elle l'avait attrapée avant d'enfermer les garçons. C'était une arme ridicule contre les armes à feu, mais c'était tout ce qu'elle avait. La porte en acier gémit et s'ouvrit en sifflant. Dante se tenait là. Il avait l'air maniaque. Son costume était déchiré, son visage couvert de poussière. « Où sont-ils » il grogna, entrant dans la pièce. Il regarda autour du petit espace. Il vit les couvertures vides. Il vit Sophie debout seule, tenant une bouteille de Barolo de 1988 comme une matraque. « Vous les avez cachés, Dante rit. Un son cruel, dentelé, file intelligente. Mais cette pièce est une impasse. Il n'y a nulle part ailleurs où aller. » Il leva son arme, la pointant sur sa poitrine. « Dites-moi où ils sont, et je ferai vite. Ne le faites pas, et je m'amuserai avec vous avant de les trouver moi-même. » Sophie se tint droite. Elle pensa à son père, à sa carrière artistique ratée, à la vie insignifiante qu'elle avait menée avant cette semaine. Et puis elle pensa aux 3 garçons qui avaient appris à lui faire confiance. « Allez en enfer !» Sophie cracha. Dante sourit. « Les dames d'abord. » Il serra son doigt sur la gâchette. Bang! Le coup de feu fut assourdissant dans la petite pièce en béton. Sophie tressaillit, attendant la douleur, attendant l'obscurité. Mais elle ne tomba pas. Les yeux de Dante s'écarquillèrent. Il regarda vers le bas. Une fleur rouge s'étalait sur sa poitrine. Il toussa, du sang éclaboussant son menton. Il s'effondra en avant, révélant Lucien debout dans l'embrasure de la porte derrière lui. L'arme de Lucien fumait.
Son visage était un masque de dévastation absolue. Il venait de tuer son propre sang. Lucien enjamba le corps de Dante. Il ne le regarda même pas. Il se précipita vers Sophie, attrapant ses épaules. Où sont-ils? Où sont les garçons? Le conduit. Sophie sanglota, pointant. Je les ai envoyés à la serre. Lucien la tira dans ses bras. Ce n'était pas une étreinte romantique, c'était une ancre. Il la serra si fort qu'elle ne pouvait pas respirer, enfouissant son visage dans son cou. Il tremblait. « Vous les avez sauvés, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Vous les avez sauvés, Lucien, » dit Sophie, se retirant. « Dante, il avait le tatouage. Je l'ai vu quand il est tombé. Un oiseau rouge sur son cou. »« Je sais, » dit Lucien sombrement, « mais Dante n'est pas la tête du serpent. Il était juste le muscle. »« Que voulez-vous dire ?» Lucien marcha vers le corps de Dante. Il atteignit la poche de l'homme mort et en sortit un téléphone. Il bourdonnait. Lucien y répondit, le mettant sur haut-parleur. « C'est fait ?» demanda une voix que Sophie reconnut. C'était une voix raffinée, plus âgée, cultivée. « La nounou est-elle morte? Les sales gosses sont-ils partis? » Lucien fixa le téléphone. « Bonjour, juge. » Et la ligne mourut immédiatement. Lucien regarda Sophie. C'était le juge Holloway, le plus vieil ami de mon père. L'homme qui gère toutes nos affaires légales. L'homme qui détient les clés de la fiducie familiale. « Pourquoi? » Sophie demanda. « Parce que si mes fils meurent, la fiducie revient à l'exécutif. » Lucien réalisa. « À lui? » Lucien regarda le conduit où ses fils avaient rampé en sécurité. « La guerre n'est pas finie, Sophie. » Lucien dit, sa voix dure comme du diamant. « Elle vient juste de commencer. Mais maintenant nous savons qui nous combattons. » Il prit sa main. « Venez, nous devons récupérer nos garçons. » Alors qu'ils couraient vers la serre, Sophie réalisa quelque chose. Elle n'était plus juste la nounou. Elle faisait partie de la famille et elle était amoureuse du monstre de Chicago. La serre était froide. Les vitres s'embuèrent de la condensation de la nuit humide et de la chaleur du feu brûlant dans la maison principale derrière eux. Lucien trouva ses filles blotties sous un banc de rempotage couvert de terre, leurs yeux grands et reflétant les lumières clignotantes des voitures de police approchantes. Des voitures que Silas avait appelées non pour les arrêter, mais pour nettoyer le désordre. Lucien ne les ramena pas à la maison principale. C'était une scène de crime maintenant, un sanctuaire violé. Au lieu de cela, il guida Sophie et les garçons dans une camionnette noire anonyme qui attendait à la sortie de service arrière. « Où allons-nous? » demanda Sophie, essuyant la saleté de la joue de Rocco avec l'ourlet de sa robe déchirée. Ses mains tremblaient, l'adrénaline du siège s'estompant en un choc froid. Le seul endroit ne regardera pas. Lucien dit, ses yeux collés à une tablette où il tapait furieusement des commandes. Le côté sud, le vieux quartier. Ils roulèrent en silence pendant 40 minutes, quittant les pelouses soignées de Lake Forest pour le pavé fissuré et les squelettes industriels des quartiers oubliés de Chicago. Ils s'arrêtèrent devant un entrepôt converti qui semblait abandonné de l'extérieur. Des graffitis couvraient la maçonnerie. Les fenêtres étaient grillagées. À l'intérieur, cependant, c'était une forteresse. C'était la première base d'opération de Lucien, l'endroit où il avait bâti son empire avant les costumes et les dîners mondains. Cela sentait le vieux papier, l'huile de pistolet et les souvenirs. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Lucien, verrouillant la lourde porte en acier derrière eux. « Mais c'est hors réseau. Pas de caméras connectées au web, pas de serrures numériques ne peuvent te pirater, juste de l'acier et de la pierre. » Les garçons regardèrent autour d'eux, fascinés. Ce n'était pas un manoir stérile. C'était granuleux. C'était réel. Sophie installa les garçons sur un canapé en cuir qui semblait avoir survécu à une guerre. Elle trouva une trousse de premiers secours dans la salle de bain et retourna à la pièce principale. Lucien se tenait près de la fenêtre, regardant à travers les stores la rue vide en dessous.
Il avait enlevé sa veste. Sa chemise blanche était tachée de sang, le sang de Dante. « Asseyez-vous », Sophie commanda doucement. Lucienne la regarda. Il avait l'air prêt à argumenter, à continuer de faire les 100 pas, à continuer de planifier la guerre. Mais voyant la résolution dans ses yeux, il s'affala dans une chaise. Sophie commença à nettoyer la coupure superficielle sur sa joue où un éclat de verre de la lampe de la nurserie l'avait effleuré. « Juge Holloway », dit Sophie, le nom ayant le goût de cendre. « Pourquoi lui? C'est un juge, un pilier de la communauté. » « Il était l'avocat de mon père », Lucien expliqua, sa voix rauque. « Il a aidé à construire la fiducie Moretti. Il sait où tout le monde est enterré, littéralement et financièrement. » Quand Isabella est morte, Holloway fut le premier à m'appeler. Il avait l'air si bouleversé à ce sujet. Lucien rit amèrement. Il célébrait probablement. Il savait que s'il anéantissait ma lignée, la clause de tuteur dans la fiducie se déclencherait. Il obtiendrait le contrôle des actifs, des milliards de dollars, jusqu'à ce qu'un nouvel héritier puisse être établi, ce qui n'arriverait jamais si j'étais mort aussi. « C'est un monstre », Sophie murmura, appliquant un bandage. « Il est pire. C'est un monstre avec un badge et un gavel. Il est intouchable, Sophie. Si je tue un juge de la Cour suprême, le gouvernement fédéral fera pleuvoir l'enfer sur ma famille. Je ne peux pas juste le tirer comme j'ai fait, Dante. Donc, nous avons besoin de preuves, dit Sophie. De vraies preuves, pas juste une intuition. Le micro dans le mur fut détruit. Dante Sibosihique, les hommes qu'il a envoyés étaient des mercenaires sans ID. Nous n'avons rien. Nous avons les garçons, dit Sophie. Lucien regarda le canapé. Les striplés dormaient, empilés les uns sur les autres comme des chiots. Ils ne peuvent pas témoigner, Sophie. Ils ont 5 ans et ils sont muets. Ils ne sont pas muets, Sophie le corrigea. Léo parla. Il dit, non, ils trouvent leur voix, Lucienne, mais ils ont besoin d'une raison de les utiliser. Le lendemain matin, l'entrepôt était rempli de l'odeur de bacon. Silas était arrivé avec des fournitures et des vêtements frais. Il avait l'air sombre. La presse court avec l'histoire d'une invasion de domicile au domaine. Holloway est déjà en train de la tourner. Il a donné une déclaration ce matin appelant à des lois plus strictes contre le crime organisé. Il utilise l'attaque qu'il a ordonnée pour améliorer son profil politique. Lucien frappa son poing sur la table en métal. Il se moque de moi. Sophie était assise par terre avec les garçons. Il dessinait de nouveau, mais cette fois il ne dessinait pas de forme abstraite. Matteo dessinait un bâtiment, un grand bâtiment gris avec des piliers. Rocco dessinait un homme en robe noire. Léo dessinait l'oiseau rouge de nouveau, mais cette fois il le dessina sur la main de l'homme. Une bague. Lucienne, Sophie appela. « Venez regarder ceci. » Lucien marcha. Il regarda le dessin de Léo. « Une bague? Holloway porte-t-il une bague? » Sophie demanda. « Il est allé à Yale. Il porte une bague de classe. » « Non. » Sophie pointa le dessin. Léo dessina l'oiseau sur la bague. C'est une bague de signet. Pierre rouge bande d'or. Lucien fronça les sourcils. Je ne l'ai jamais vu porter une bague comme ça. Peut-être qu'il ne la porte pas au tribunal. Sophie médita. Peut-être qu'il la porte seulement quand il est avec eux. Les gens qui font son sale travail. Sophie attrapa son téléphone, un brûleur que Silas lui avait donné. Elle chercha Juge Holloway Gala. « Regardez, dit-elle, faisant défiler les images. Le voici au dîner de l'association du barreau, pas de bague. Le voici au tournoi de golf caritatif, pas de bague. » Elle continua de faire défiler. Puis elle s'arrêta. « Attendez, regardez celle-ci. C'est d'il y a 5 ans, une collecte de fonds privés pour la Chicago Heritage Foundation. » Elle zooma sur la main de Holloway qui tenait un verre de champagne. La voici, une lourde bague en or avec une pierre de cornaline sculptée d'un oiseau, un faucon rouge. La Chicago Heritage Foundation, Lucien lut la légende. C'est une façade. C'est un club de vieille fortune. Mon père en parlait souvent. Il disait qu'ils étaient la vraie mafia. Ceux qui ne portaient pas d'armes parce qu'ils possédaient la police.
S'il porte cette bague, dit Sophie, son esprit s'emballant, cela signifie qu'il en est fier. C'était son badge d'autorité. Alors Sophie se leva, arpentant la pièce. Si les garçons ont vu la bague, cela signifie là personnellement la nuit de l'accident. Lucien devint immobile. Il m'a dit qu'il était à DC ce week-end-là. Il mentait. Les garçons l'ont vu. Ils ont vu la bague sur la main qui a peut-être ouvert la porte de la voiture ou saboté les freins. Lucien regarda ses fils. Léo, as-tu vu l'homme avec une bague à la voiture? Léo regarda son père. Sa lèvre trembla. Il hocha la tête. Il était là, Sophie murmura. C'est pourquoi ils sont si terrifiés. Ce n'était pas un mécanicien, sans visage. C'était le gentilhomme qui visitait leur maison. L'homme qui leur donnait des bonbons. Il les a trahis. S'il était là, Lucien dit, sa voix tombant à un murmure mortel. Alors il y a des images, les péages, les caméras de trafic près du pont. Si je connais l'heure exacte. Silus, Lucien aboya. Obtenez les archives du trafic de l'I-90 pour le 14 novembre. Cherchez la voiture privée de Holloway, une Lincoln Town Car. Je m'en occupe, Silus dit, craquant ses phalanges. Et Sophie, Lucien se tourna vers elle. Vous avez un plan. Je peux le voir sur votre visage. Vous avez ce regard que vous avez avant de faire quelque chose d'imprudent. La Heritage Foundation organise son grand gala annuel demain soir, Sophie dit, tenant son téléphone. À l'Art Institute, Holloway est l'invité d'honneur. Il reçoit le prix de l'homme de l'année. Et nous allons y faire un crash, Sophie dit. Mais pas avec des armes, avec de l'art. L'Art Institute de Chicago était un temple de la culture baigné de lumière dorée pour le gala de la Heritage Foundation. L'élite de la ville était là, sénateur PDG mondain dégoulinant de diamants, et au centre de tout cela, tenant la cour avec un verre de champagne, était le juge Arthur Holloway. Il avait tout l'air du patriarche bienveillant, cheveux argentés, un smoking qui lui allait parfaitement, un sourire qui promettait stabilité et ordre. Il vérifia sa montre. Il attendait un appel confirmant que Lucien Moretti avait été retrouvé mort dans un fossé. Juge Holloway, Adona Sextasia, le discours que vous avez donné sur le nettoyage de la ville. Inspirant. Merci, Margaret, Holloway dit doucement. Nous devons tous faire notre part pour enlever la tâche des éléments criminels de nos rues. Soudain, les lumières du grand hall vacillèrent et s'éteignirent. La foule murmura. Un projecteur frappa l'escalier principal. La musique commença à jouer. Pas le quatuor à cordes qui avait été engagé, mais quelque chose de plus lourd, opératique, dramatique. Lucien Moretti apparut en haut des escaliers. La pièce halota. Il était censé être caché ou mort. Au lieu de cela, il portait un smoking qui faisait ressembler tout autre homme dans la pièce à un serveur. Il descendit les escaliers avec la grâce d'une panthère. Et à son bras n'était pas une débutante, mais Sophie Clark. Elle portait une robe de soie rouge sang profond qui coulait autour d'elle comme du feu liquide. Elle avait l'air royal, féroce et absolument sans peur. Le sourire de Holloway fléchit. Il fit un demi-pas en arrière. « Mesdames et messieurs », la voix de Lucien résonna sans microphone, portant sans effort à travers le hall silencieux. « Je m'excuse pour l'interruption, mais j'ai entendu que le vieil ami de mon père était honoré ce soir. Je ne pouvais pas le manquer. » Il marcha droit vers Holloway. La foule se sépara comme la mer Rouge. Des gardes de sécurité s'avancèrent, mais Silas et une douzaine de forces morettiens, vêtus de costumes sortirent de l'ombre des piliers, les bloquant. C'était une impasse en smokings. Lucien Holloway dit, sa voix tendue, « C'est un événement privé. Vous n'êtes pas le bienvenu. J'ai un cadeau pour vous, Arthur, Lucien dit, s'arrêtant à 3 mètres. Une œuvre d'art, Sophie. » Sophie s'avança. Elle tenait une grande maillette de portfolio. Elle la posa sur un chevalet qui avait affiché la liste d'enchères. Mes fils ont été très prolifiques ces derniers temps. Lucien dit qu'il voulait que vous voyiez leur dernier travail. Sophie retourna la couverture du portfolio. Ce n'était pas un dessin d'enfant. Pas vraiment. Sophie avait pris les croquis du garçon et les avait raffinés.
les combinant en une pièce massive et terrifiante de médias mixtes. Elle montrait une voiture noire dérapant d'un pont, mais dans le reflet de la fenêtre de la voiture, peinte en détails hyper réalistes, était un visage, le visage d'Arthur Halloway, et sur sa main reposant sur la ligne de frein sabotée était la bague au faucon rouge. La foule murmura. Les gens se penchaient. Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Halloway ricana, bien que la sueur battît sur son front. Un dessin? Vous m'accusez avec un dessin animé. C'est un souvenir, dit Lucien. Un souvenir de 3 témoins oculaires que vous avez essayé de tuer il y a 3 jours. Je n'ai aucune idée de ce que vous parlez, Halloway ricana, retrouvant son calme. Vous êtes un criminel désespéré s'agitant dans le noir. Sécurité, retirez cette ordure. Nous avons aussi ceci, dit Sophie. Elle sortit une télécommande de sa pochette et pressa un bouton. Un écran de projecteur derrière la scène s'abaissa. Silas avait fait son travail. Les images vidéo étaient granuleuses, noires et blanches. Horodaté 14 novembre. Il montrait une Lincoln Town Car garée sur l'accotement de Lee qui commence juste quelques miles avant le pont. Un homme sortit. Il marcha vers un SUV noir garé devant lui. La voiture de la famille de Moretti. L'homme se pencha sous le passage de roue. Quand il se leva, il regarda directement la caméra de trafic. C'était Halloway. Le silence dans la pièce était absolu. Ça, c'est un deep fake, Halloway cria, sa voix se brisant. Tour de technologie. Vous pensez qu'un jury croira cela? Je n'ai pas besoin d'un jury, Arthur. Lucien dit doucement. J'ai juste besoin de la vérité. Vous n'avez rien, Halloway cria, perdant complètement sa façade. Vous avez un ensemble muet d'enfants cassés et une serveuse. Personne ne témoignera. Vos fils sont des légumes. Ils ne peuvent pas parler. Oui, nous pouvons. La voix était petite, mais elle coupa à travers la pièce comme un couteau. Tout le monde se tourna. Marchant de derrière les lourds rideaux de velours de la scène étaient Léo, Matteo et Rocco. Ils se tenaient la main. Ils portaient de minuscules smoking. Rocco s'avança. Il avait l'air petit dans l'immense hall, mais il se tenait avec la posture de son père. Il pointa un doigt sur Halloway. « Vous, » Rocco dit. Sa voix était rauque de désuétude, mais claire. « Vous avez blessé maman, » Matteo dit, s'avançant à côté de son frère. « Vous avez coupé la ligne, » Léo termina. Sa voix la plus forte de toutes. 3 voix, 3 témoins, 3 fils réclamant leur pouvoir. Halloway regarda les garçons comme s'ils voyaient des fantômes. « Non, impossible. Vous ne pouviez pas. Vous n'avez pas vu. Nous avons vu l'oiseau, Rocco dit. Sur votre main, Halloway couvrit instinctivement sa main gauche avec sa droite. C'était un signe, une confession en langage corporel. Des flashs d'appareils photo éclatèrent. La presse, qui avait couvert le gala, capturait maintenant la chute de la décennie. Des sirènes hurlèrent dehors. Vraie police. FBI. Nous avons envoyé les images aux fédéraux il y a 1 heure, Lucien dit, s'approchant de Halloway jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres de son visage. Ils sont ici pour le racket, le meurtre à gage et la tentative de meurtre de mineurs. C'est fini, Arthur. Halloway regarda autour. Ses alliés reculaient, les donateurs le regardaient avec dégoût. Il était seul. Il s'affala, le combat s'épuisant de lui. C'était pour la stabilité de la ville. Vous, Morettes, vous êtes le chaos. Nous sommes la famille, Lucien dit, et vous ne touchez pas à la famille. Lorsque les agents du FBI envahissaient le hall, menottant Halloway et l'emmenant à travers une haie de caméras clignotantes, Lucan ne le regarda pas partir. Il se tourna vers ses fils. Il tomba à genoux, ignorant le pantalon de smoking ruiné. Il ouvrit ses bras. « Garçon !» il étouffa. Léo, Matteo et Rocco coururent vers lui. Ils entrèrent en collision avec lui, enfouissant leur visage dans sa poitrine, et ils pleuraient. Pas des larmes silencieuses, traumatisées, mais des sanglots forts, gémissant de libération. Ils laissaient tout sortir. Sophie les regarda,
des larmes coulant sur son propre visage. Elle sentit une main sur son épaule. C'était Silas. Il souriait, vraiment souriant. « Vous avez bien fait, gamin, » Silas dit. Sophie essuya ses yeux. Elle se tourna pour partir. Son travail était fait. La dette était payée. Le mystère était résolu. Les garçons étaient en sécurité. Elle n'appartenait pas à ce monde de richesse et de caméras. Elle marcha vers la sortie. Sophie. La voix de Lucien l'arrêta. Il se leva, soulevant Rocco dans ses bras, tandis que les deux autres s'accrochaient à ses jambes. Il la regarda à travers la salle de bal bondée. « Où allez-vous? »« Je rentre à la maison, dit-elle. Le contrat est fini. » Lucien marcha vers elle. La foule regardait, hypnotisée. L'aube redoutable de la mafia, le boucher, regarda cette serveuse avec une intensité qui pourrait brûler la ville. « Vous êtes à la maison, » Lucien dit. « Lucien, je ne peux pas. Je suis juste une serveuse. »« Vous êtes, je suis un homme qui était perdu dans le noir, » Lucien dit. « Et vous étiez la seule qui savait comment dessiner une carte pour me faire sortir. » Il tendit la main et prit sa main. « Restez, » Rocco murmura des bras de Lucien. « Restez, » Matteo et Lao firent écho. Sophie regarda les trois garçons qui avaient volé son cœur et l'homme qui l'avait terrifié puis l'avait sauvé. Elle regarda la robe rouge qu'elle portait. Armure pour une bataille qu'elle avait gagnée. Elle sourit. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je resterai, mais je facture des heures supplémentaires pour cela. » Lucien rit, un son profond et sincère qui résonna à travers le hall. Il la tira et l'embrassa. C'était un baiser qui promettait l'éternité. Un baiser qui scella le nouveau pacte de la famille Moretti. Les triplés acclamèrent, les caméras clignotèrent, et dehors la pluie s'arrêta finalement, laissant la ligne d'horizon de Chicago claire et brillante. Et voilà, l'incroyable histoire de comment un simple acte de gentillesse sur une assiette sale a brisé un silence que l'argent et le pouvoir ne pouvaient pas réparer. Cela prouve que parfois la voix la plus forte n'est pas celle qui crie le plus fort, mais celle qui murmure « Je vous vois ». Lucien Moretti récupéra son empire. Mais plus important encore, il récupéra ses fils. Et Sophie, elle passa de faire la plonge à diriger le cœur de la famille la plus puissante de Chicago. C'est un rappel que nous ne savons jamais quelle bataille les gens combattent derrière leur silence. Soyez celle qui offre le crayon. Soyez celle qui dessine le sourire. Si cette histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, cassez ce bouton j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Qu'auriez-vous dessiné sur l'assiette si vous étiez Sophie? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de frapper la cloche de notification pour ne jamais manquer une histoire qui vous émeut. Merci d'avoir regardé et je vous verrai